À la une de l'actualité de ce 21 novembre, jour J-1 des élections présidentielles et législatives, la CODEL se déploie sur le terrain. 3800 observateurs pour le scrutin de dimanche, mais pas question de faire un comptage parallèle des voix. Il s'agit juste d'un monitoring du processus électoral depuis le QG de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Un point de presse à suivre en début de journal. Également, dans cette édition, les Wagalais parlent de leurs intentions de vote. 3 semaines durant, ils ont pu apprécier les projets de société des différents candidats à la présidentielle et aux législatives. Le vote est secret, mais chacun d'eux dit savoir qui voter. Témoignage dans un instant. À l'international, l'Arabie Saoudite préside le sommet virtuel du G20 de ce samedi. Coronavirus oblige. Le sommet est justement consacré à la riposte appropriée pour juguler les conséquences sanitaires et économiques du Covid-19. Voilà pour le sommaire de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Depuis son quartier général à Ouagadougou, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections fera le monitoring du processus électoral du 22 novembre sans pour autant faire le comptage parallèle des voix. Par voie de presse, la CODEL annonce le déploiement de 3800 observateurs sur le terrain. Compte rendu signé Urbain Benito Sommet et Vincent Kendrebiobo. La CODEL gardera un œil toujours ouvert sur le scrutin du dimanche 22 novembre. Devant des représentants d'institutions nationales et internationales et la presse, l'organe dirigé par Maître Alidou Ouedraogo dévoile un dispositif qui va assurer le monitoring des élections présidentielles et législatives de dimanche. De manière spécifique, le monitoring permettra de collecter, d'analyser et de diffuser les informations sur le déroulement du scrutin en temps réel afin de garantir la crédibilité, la fiabilité et la transparence du scrutin. D'optimiser un système d'alerte précoce le jour du scrutin. De dissuader toute velléité de fraude par la présence massive des 3800 observateurs dans les bureaux de vote. De contribuer à corriger tout dysfonctionnement constaté le jour du scrutin en saisissant les autorités et institutions chargées de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral. Pour ce faire, 3800 observateurs sont déployés et positionnés sur l'ensemble du territoire national pour être l'œil et l'oreille de la CODEL dans les bureaux de vote tout au long de la journée électorale. Et là, c'est le quartier général où toutes les informations seront centralisées et traitées. C'est vrai que nous pouvons donner des résultats, mais dans un contexte assez complexe, assez difficile, nous avons choisi d'observer ces élections, de les suivre de manière à ce qu'elles soient exemple de fraude, exemple de violence, qu'elles soient inclusives, qu'elles puissent être acceptées par tous. Pas de résultat proclamé à l'issue du scrutin parallèlement à la CENI. La CODEL donnera son appréciation générale 2 jours après, appuyée par un rapport 2 semaines plus tard. Plusieurs partenaires étrangers, notamment Diaconia, accompagnent le projet pour assurer des élections transparentes et acceptées de tous. De l'humour pour un scrutin apaisé. Le verdict des urnes donne El Hadj Kliachi vainqueur de l'élection présidentielle de la République démocratique de Ouistiti sous Nongolan. Il était face à 11 autres candidats pour cette campagne dénommée Votez pour moi. Une nuit électorale sur fond d'humour à suivre dans ce reportage. Du président. Le projet de société de Kliachi, le candidat du Congrès pour le développement des cristaux de menthe, CDCM, retient l'attention du public à cette élection présidentielle de la République démocratique de Ouistiti-Sounongolan. À travers un programme 100% humour, Kliachi est élu président de cette 2e édition du concept Votez pour moi. Votez pour moi, un concept mis en place par la CHENI, la Commission humoristique électorale nationale indépendante, pour des élections libres, transparentes et démocratiques au Burkina, au soir du 22 novembre. Le niveau des humoristes est impeccable et les élections se sont passées
d'une manière extraordinaire. Vous avez vécu des élections libres et transparentes, des élections comme on en rêve dans nos pays, où lorsqu'il y a des morts, c'est des morts de rire. Ils étaient les candidats en liste pour l'élection présidentielle dans la République démocratique de Ouistiti-Sonongolan. L'investiture de Kliachi, le président élu, est prévue pour le 28 novembre prochain. Kliachi élu sur la base de son projet de société 3 semaines durant. Les Burkinabés ont aussi pris connaissance des offres politiques des différents candidats à la présidentielle et aux législatives de demain dimanche. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, des Ouagalais sont prêts à aller aux urnes, carte d'électeur à main. En attendant d'accomplir son devoir civique, chacun sait déjà qui voter. Témoignage dans ce reportage de Daouda Ouattara et Hadi Sandamba. Il y a ma carte d'électeur. Le jour du 22, je peux aller voter ce que je veux. Tout comme lui, nombreux sont les Ouagalais qui possèdent une carte d'électeur et qui entendent accomplir leur devoir civique le 22 novembre prochain. Pour eux, voter est certes un devoir, mais c'est avant tout une question de patriotisme. C'est obligé que je vote parce que c'est comme c'est burkinabé. Donc, je dois choisir celui que je veux que côté notre pays là. C'est ça que je veux voter. J'ai ma carte d'électeur et je vais voter comme tout citoyen le dimanche, comme tout burkinabé, pour qu'il y ait la stabilité dans le pays et moins de problèmes. Je préférerais voter pour ma partie, pour que le pays soit bien, pour le bien de le pays quoi. On en vote mais tu tinga yisuma tu gomba naga sa tu bura sa ni man taru fi fa ya zalim sida nan waya zin non nan zemsam to ndu komba ni to ndu yakam se yimia la to na vote tu tinga mana. Je vais voter parce que je suis un citoyen burkinabé. Je suis fait pour voter parce que j'aime mon pays. Je suis burkinabé, j'aime mon pays. Voilà mon carte d'électeur. Si vous voulez, je vais vous présenter. Dans les différentes artères de la ville, la vie suit son cours normal et tous attendent le jour J. Et même si le vote est un secret, la plupart d'entre eux affirment savoir déjà pour qui ils vont voter. Bien sûr, j'ai déjà quelqu'un que je dois voter. Parce que je l'aime beaucoup. Il fait ce qui me plaît. C'est tout. Je vais choisir le président que je veux. Parce que si nous gagnons le bon président, peut-être le pays là va rester en paix. Je vais voter pour cette personne parce que j'aime cette personne. Je sais qu'en travers lui, Dieu va passer par lui pour que nous restions en paix dans ce pays. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Voilà, j'ai déjà fait mon choix. Le jour seulement, je vais aller voter. Chez cette dame, par contre, le sentiment est tout autre. Elle ne cache pas sa déception vis-à-vis de toute la classe politique. Lasse des promesses non tenues, elle n'a même pas jugé nécessaire de se faire établir une carte d'électeur. Je suis dans un découragement total, donc je me suis abstenue de ne pas prendre ma carte cette année. Parce que bon, je trouve que rien ne change. Les gens disent voilà, ça va changer, ça ne change pas. J'ai préféré laisser puis me reposer. Mais les autres de voter, mais moi je ne vote pas. Je ne vote plus. Non, j'encourage tous ceux qui sont candidats, bon, que tout se passe bien et que désormais les promesses qu'ils font à la population, qu'au moins ils aient quand même l'amabilité de faire certaines choses qu'ils promettent et puis ne font pas. C'est ça qui fait que les gens se plaignent trop. Je sais que bon, on est quand même très nombreux et puis on n'a pas beaucoup de ressources. Bon, ils ne peuvent pas tout faire à la fois, c'est pas possible. Mais que le minimum se fasse. Et même si elle s'abstient pour ce double scrutin, elle appelle néanmoins les Burkinabés à sortir voter pour l'intérêt supérieur de la nation.
Voilà, c'était là le témoignage des Burkinabés à jour J-1 du scrutin du 22 novembre. Des jeunes et des femmes se signalent également pour le scrutin de dimanche à travers leur structure dénommée Chambre d'animation citoyenne. Cette frange majoritaire de la population burkinabé, où toutes les sensibilités politiques sont représentées, veut contribuer au renforcement du processus électoral. Un projet sur financement du Fonds commun genre. Explication de Salifou Belem et Ahadi Sandamba. Venus de divers horizons, ces jeunes et femmes participent ici à une chambre d'animation citoyenne. Les sensibiliser et les encourager à s'impliquer davantage dans les actions politiques du pays, telle est l'ambition de cette chambre. Nous avons essayé de parler un peu de l'historique de la participation de la femme depuis les années 50 jusqu'à nos jours en matière politique et ressortir un certain nombre de statistiques en lien avec sa contribution, sa présence, sa représentation au niveau des différentes sphères de décision et tout. Nous avons également fait une projection de film pour un peu susciter le débat autour de la solidarité féminine. Des représentants des partis politiques de la majorité, de l'opposition et d'indépendants prennent part à cette chambre. Une chambre qui se veut être un cadre d'échange, de débat et de partage d'expériences. C'est nous comme souverains qui donnons l'occasion aux hommes de ne pas respecter notre engagement, de ne pas prendre au sérieux notre travail. Parce que tu sais que tu as commencé à avoir un peu, ou bien tu as commencé à être un peu grande, arrivé à la maison, on se dit, et toi tu dis deux. Il va plus te laisser aller où tu vas, parce que lui, ça n'arrange pas. Donc, quel que soit tes millions, quel que soit ton poste, ton rang, nous devons toujours et toujours rester humbles. Après les travaux, il est prévu une visite des quartiers généraux des différents partis à lice pour les élections couplées du 22 novembre. Une action qui entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes au Burkina Faso. Et cette chambre va se poursuivre jusqu'au 23 novembre prochain. Bon à savoir, à quelques heures du double scrutin, les médias burkinabés pêchent parfois dans le traitement de l'information malgré l'existence des organes de régulation. C'est du moins ce que dit le rapport du baromètre des médias africains, un système d'évaluation de l'environnement médiatique en Afrique. Précision de Jean-Eudes Bayala et Alain Didier Compaoré. Premier du genre, le baromètre des médias africains fait l'état des lieux de la liberté de presse au Burkina Faso. Un exercice d'auto-évaluation effectué selon des critères découlant des protocoles et déclarations africains, comme les déclarations des principes de la liberté d'expression en Afrique de 2002. Le baromètre des médias africains est un instrument mis en place par la Fondation Friedrich Ebert pour les médias depuis quelques années déjà. Il a une méthodologie assez spécifique en ce sens qu'il réunit un panel d'experts de différents secteurs assez diversifiés, donc des praticiens des médias, des représentants de la société civile qui s'intéressent aux questions des médias, des artistes, comme vous avez pu le voir, des défenseurs des droits de l'homme. Si au Burkina Faso la liberté d'expression existe, il n'en demeure pas moins que des lacunes existent. On a noté que les professionnels des médias burkinabés appliquent des normes professionnelles assez bonnes, mais il y a de l'amélioration à faire en matière de respect de l'éthique, de la déontologie. Ça veut dire que tout n'est pas parfait. Je crois qu'une moyenne générale, ça doit tourner autour de 2,53 sur 5. Qu'on peut attribuer dans le rapport de façon générale. Ce rapport est rendu possible grâce à la Fondation Friedrich Ebert pour les médias. Nous visons à faire, disons, une fondation pour des baromètres des médias futurs, parce que seulement si on a 2 ou 3 exercices, on peut constater une certaine évolution. Je crois que c'est un bon point de départ que nous avons ici au Burkina, mais il reste encore un chemin à parcourir. Je crois qu'il y a quelques lacunes qu'il faut améliorer, mais nous allons continuer d'accompagner les médias burkinabés dans cette évolution. Rédigé en 61 pages, il a été élaboré en 2019 et peut servir d'instrument de lobbying pratique pour les réformes
dans le secteur des médias. Je vous invite à Bobo Dioulasso sur les pas des agents de la police de l'eau. Ils ont mené cette semaine une opération de contrôle de la qualité des eaux préemballées dans différentes unités de production de ces eaux. Attention, beaucoup de producteurs d'eau minérale foulent au pied la réglementation en vigueur. Maneka Ien et Ali Traoré, reportage. La police de l'eau dans les unités de production et de commercialisation d'eau préemballée de la ville de Bobo Dioulasso. Une visite pour vérifier la conformité de ces unités par rapport aux textes en vigueur. D'un côté, nous allons vérifier si les promoteurs ont les autorisations d'implantation et les fourrages. Il y a aussi l'arrêté de conformité environnementale, il y a l'autorisation de production et aussi l'autorisation de mise en service. Ici, par exemple, on produit de l'eau minérale sans protocole avec un laboratoire ni aucun document qui permette d'exercer l'activité. Or, l'eau est sur le marché depuis 2 mois déjà. L'équipe de la police de l'eau va donc fermer l'unité de production et convoquer les responsables pour une rencontre. Et en la matière, le moins que l'on puisse dire, c'est que les mauvais élèves ne manquent pas. On essaie de durcir parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte que quand les gens font les forages pour une activité donnée, tout le monde se met à produire de l'eau. Tout le monde peut le faire, c'est dans les droits, mais il faut que ça respecte quand même les règles d'hygiène et les textes en la matière. Il faut respecter les règles d'hygiène ainsi que les textes. Cela, les unités qui ont été fermées l'ont compris et comptent d'ailleurs s'y conformer. On n'est pas en règle, ça c'est vrai, mais nous allons tout faire bien sûr pour nous conformer. Comme je l'ai dit, en fait, les documents pour être en règle sont en cours. Nous avons tout déposé et nous espérons que dans un proche avenir, nous allons bien sûr être en règle pour exercer. En 2 jours, Florentin Garba et son équipe ont fait le tour de 21 unités de production. Et parmi elles, 3 étaient en règle, 16 ont été fermées et convoquées pour compléter les documents et 2 étaient non fonctionnels. L'aviculture, un secteur pourvoyeur d'emplois, il est aussi créateur de richesses. L'association Jeunesse Unie pour la solidarité, la réussite et le développement lance alors une formation de 48 heures en aviculture au profit de 80 jeunes. Une session de renforcement de leurs capacités en matière de technique avicole. Kwale Nebié, ici à Kanana. Renforcer la capacité et la connaissance des jeunes en matière d'élevage de la volaille, c'est tout l'enjeu de cette formation. 48 heures durant, ces jeunes vont ainsi se familiariser avec plusieurs modules sur les techniques avicoles. Il y a le bâtiment, l'alimentation, l'hygiène, et puis pour finir, c'est le marketing. C'est une initiative de l'association Jeunesse Unie pour la solidarité, la réussite et le développement. Objectif affiché, promouvoir l'autonomisation des jeunes à travers l'élevage. Oui, c'est une formation socio-professionnelle, une formation qui concerne l'élevage volaille, en abrégé agriculture moderne et villageois, qui permet à toute jeunesse, à tous les jeunes, de pouvoir quand même s'auto-employer. C'est une formation à but non lucratif. Nous n'avons pas eu l'accompagnement d'un ministère. Les données que nous avons lancées, c'est pour dire le ministère de la jeunesse, comme le ministère des institutions financières qui s'occupent quand même du financement, puisse nous aider. Au total, 80 jeunes bénéficient de cette formation sanctionnée par une attestation. L'association Jeunesse Unie pour la solidarité, la réussite et le développement entend donc accompagner ses bénéficiaires à s'installer. 80 centres sanitaires des régions de l'Est et du centre-Est reçoivent du matériel médico-technique à Koupela. Le geste est du plan international Burkina et ses ONG partenaires à travers le projet PROSAR, un projet axé sur l'amélioration de la santé reproductive et sexuelle des femmes et des jeunes filles. Cérémonial de remise de ce matériel en image avec Tanga Robert Kafando. Le représentant résident du plan international Burkina remet du matériel médico-technique au gouverneur de la région du centre-Est. C'est dans le cadre du projet PROSAR, promotion de la santé reproductive et de l'état civil. D'une valeur d'environ 82 millions de francs CFA, ce matériel ira à 80 centres sanitaires de la région dans le but d'améliorer la santé reproductive des jeunes et des adolescents. Ce matériel, comme le gouverneur vient de le rappeler, est remis dans le cadre du projet de santé et de reproduction
qui est mise en œuvre par un consortium d'ONG, dont Plan International, et JPAEGO et une autre ONG ABBF. Il est financé par l'Union européenne. Donc, il s'inscrit dans la politique du gouvernement pour promouvoir, disons, l'utilisation et la pratique de tout le système connu et moderne pour la santé de reproduction des jeunes femmes et des jeunes filles, et aussi de promouvoir l'identité des enfants. Pour le gouverneur de la région du Centre-Est, c'est le lieu de remercier le consortium d'ONG qui conduisent le projet, tout comme l'Union européenne, le bras financier. Je voudrais également inviter les bénéficiaires, notamment les 2 directeurs régionaux en charge de la santé, à utiliser de façon efficiente ce don-là pour que les indicateurs en matière de planification, dans les planifications familiales dans notre région connaissent une évolution. Ce don de matériel intervient après d'autres dons aux mairies pour le renforcement de l'état civil et une série de formations à l'endroit des enseignants et des adolescents. Dans l'actualité internationale, le Covid-19 au cœur d'un sommet virtuel du G20 ce samedi sous la présidence de Riyad. 55 millions de personnes infectées et plus d'1,3 million de morts du coronavirus. Le G20 veut faire face aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. Regardez. Le G20 à l'heure de la diplomatie numérique. Cette année, pour cause de pandémie, c'est un sommet virtuel présidé par l'Arabie Saoudite qui s'est ouvert ce samedi. Le Covid-19 sera sans surprise au cœur des 2 jours de discussion entre les représentants des principaux pays riches et émergents. Ces pays sont appelés à venir en aide financièrement à l'Organisation mondiale de la santé pour l'aider dans la distribution de futurs vaccins au plus grand nombre. Le sommet doit également s'attaquer à la dette des pays pauvres. L'année dernière, au G20, les États-Unis ont rompu le consensus en raison de leur opposition à l'accord de Paris. Cette année, je suis heureuse de voir que les États-Unis soutiennent les conclusions. Lors du sommet, j'exhorterai une fois de plus les partenaires du G20 à s'engager à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de Paris. Nous avons fait des progrès. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille ce sommet, mais le choix de l'Arabie Saoudite suscite de nombreuses critiques dans le monde et des appels au boycott en raison du bilan désastreux du pays en termes de droits humains, répression des voix dissidentes, disparitions forcées ou militantes derrière les barreaux. Le prince héritier Mohammed Ben Salman est aussi désigné par la Turquie et les États-Unis comme étant le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, étranglé puis démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'était la notre version de l'actualité de ce 21 novembre. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. Bon week-end à tous.